Simon, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir en cette journée un peu folle, certainement pour toi. Un petit peu, mais ça va, tout va bien. Le second tome d'Iroquois est paru aussi quelques semaines. C'est une série tout à fait originale, parce que ce n'est pas l'album de la série télé. Non. Elle apporte un vrai plus à l'univers en abordant l'avant-agence, l'origine des super-héros. Est-ce que ce développement en bande dessinée, vous l'avez pensé dès le départ de la création de cet univers d'Iroquois? Ouais, vraiment. C'était une volonté qui date des tout débuts de la création. Ouais. Je voulais vraiment avoir... le thème de ma série, c'est le poids de l'appartenance, donc le passé a une vraie place très importante. Il est souvent évoqué. On parle des conséquences du passé sur tous les personnages principaux. Et c'est vrai que la BD plus la partie internet de transition entre les saisons, pour moi, étaient des compléments d'histoire ancrés dans la narration qui étaient indispensables. C'est pas quelque chose que je ferais pour tous les projets. J'ai d'autres projets en ce moment que je développe où l'adaptation BD est pas évidente, mais là elle l'est pour moi, et en plus on est vraiment dans un univers de super-héros, donc de comics, donc c'est lié. Voilà, c'était important de pouvoir charger les personnages d'un passé qui explique ce qu'ils sont aujourd'hui, qui donne des pistes sur ce qu'ils peuvent devenir, et puis aussi ça me permettait aussi de traiter ce que je préfère chez les super-héros, c'est le moment où ils sont devenus super-héros. Voilà, c'est ce qui me fascine en général le plus dans le personnage du super-héros, c'est le moment, la petite histoire ou le drame ou l'élément déclencheur qui a fait qu'il est devenu un super-héros. Donc là on parle des albums TV, on parle de la série télé, pardon. Le transmédia est plus général que ça. Oui, maintenant oui. Tu as parlé effectivement d'Internet et aussi, je dirais, une pré-annonce quelque part sur smartphone qui a été faite de la saison 3. On baladait sur la carte pour essayer de trouver... On a toujours voulu... moi en fait j'aime les séries, et ce que j'aime pas dans les séries c'est quand elles s'arrêtent à la fin d'une saison et qu'il faut attendre un an, vraiment un an jour pour jour pour voir la suite. Donc c'est vrai que là, j'ai toujours voulu traiter ce moment-là. Donc créer de la fiction entre la fiction lourde qu'on connaît. Et à l'époque où on a commencé la série, ça ne se faisait pas. C'est très compliqué d'aller sur Internet et de développer des choses sur des supports Internet. Et aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, mais avec le peu de sous qu'on a aussi, on a essayé de créer une interaction ancrée dans la fiction, une histoire qui se raconte en parallèle, un wagon qu'on diffusera pas à l'antenne mais qu'on diffuse que sur le web à travers l'application pour raccrocher entre les deux saisons, une fiction parallèle, un autre point de vue sur l'histoire pendant la diffusion, et puis débloquer des contenus, des choses comme ça. Enfin voilà, moi j'essaye à chaque fois de donner aux gens ce que j'aimerais avoir quand j'aime une série. Et ça part de quelque chose de très sincère, mais c'est vrai que on en est qu'au début de l'ère transmédia, et plus ça va se développer, plus on pourra faire des choses géniales. C'est un phénomène générationnel? Sûrement, je sais pas, j'en sais rien. Moi j'avoue que j'ai grandi avec des séries, que la série qui a bouleversé ma vision de l'écriture, c'est Lost. Aujourd'hui c'est vieux maintenant Lost, mais à l'époque c'était tellement révolutionnaire, tellement novateur, tellement monter un univers avec des trappes littéralement posées de partout, naviguer sur les époques, sur les conséquences, sur les origines. Cette forme d'écriture m'a vraiment bouleversé complètement la manière dont je la voyais. Et les outils qu'on a aujourd'hui nous permettent de prolonger l'expérience quand on pose un univers large et dense et qu'on connaît, de naviguer dedans avec plusieurs supports. Je sais pas si c'est générationnel, en tout cas ça part d'une envie sincère. En tout cas c'est vrai que Lost avait sorti un jeu en ligne, choses comme ça. Moi je me suis rué dessus parce que j'adore cet univers, et quand j'aime un univers, j'aime pouvoir rentrer par plein de portes différentes et découvrir des pans que je connais pas, qui me donnent une meilleure connaissance de l'univers que j'aime, et en même temps qui m'apportent des éclairages qui me surprennent.
sur des trucs que je pensais pas exister. Voilà, on entre effectivement dans une ère de la narration qui est 360 quoi. Ça arrive de partout, quoi. Pour en revenir aux albums, la participation d'Olivier Perru à l'illustration des saisons 1 et 2 a-t-elle facilité le passage en bande dessinée quelque part? Est-ce qu'Olivier t'a ouvert les portes sur la bande dessinée? C'est le lien avec mon éditeur, Jean-Luc Istin, qui aimait beaucoup la série et qui savait qu'Olivier travaillait dessus. Il a dit il faut faire un truc. Jean-Luc s'est vraiment battu pour sortir le titre parce que c'est toujours le problème avec HeroCorp, c'est qu'au début les gens pensent que ça faut pas le faire, et une fois que ça existe, on a tellement une communauté de fans qui est là et tellement présent et qui ont maintenant une force de frappe qui permet de faire vivre la série et de la faire survivre, et même des fois ça va jusqu'à la ressusciter, donc c'est assez dingue. Et en fait voilà, tout le monde s'est battu, on y a cru. On a sorti le premier tome et après ça a débloqué tout le reste. On fait un 2, on va en faire un 3 et je pense qu'on va encore en faire d'autres. Ah bah, autant sur la série télé, je sais que j'ai mes limites dans l'histoire, qu'au bout d'un moment j'aurais terminé de la raconter. Autant sur la BD, c'est vrai que on peut tout prendre. On peut prendre un petit détail, un petit truc et le tirer pour l'expliquer et trouver l'explication la plus sympa. Enfin, la BD, c'est infini pour moi sur HeroCorp. Ça te permet aussi peut-être de t'offrir des choses que tu ne pourrais pas t'offrir à la télévision, des voitures volantes par exemple? Voitures volantes, des hélicos, des arrestations de SWAT où ils sont 200 pour arrêter un mec, c'est sûr. C'est sûr, c'est un défouloir. Tout au long des saisons 1 et 2, donc là je repars un peu sur la série TV, il y a systématiquement une référence aux comics. Ouais. Puisque John y a des sources qui lui manquent pour essayer de comprendre. Donc toi il est tombé. Cette mise en anime est encore plus poussée dans la saison 3, puisqu'à un moment on voit un des super-héros, je ne sais plus si c'est John, avec le tome 1 d'HeroCorp dans les mains. Ça t'amuse ce genre de Bien sûr, ça m'amuse terriblement. Parce qu'au final, je pense que tout le monde était content chez Soleil de voir le bouquin à l'image, mais c'est tellement... C'est la vie de ce mec qu'on raconte dans le tome 1. Il voit ce qui lui est arrivé. Il voit d'où il vient. Il voit qu'il allait être offert à un démon enfant, nouveau-né, et qu'il a été sauvé par son père et après envoyé en planque avec sa tante. Et il voit ce moment-là. C'est un mix entre un livre d'histoire, un JT télé, un journal. Le comics, c'est une trace de tout ce qui se passe dans leur vie à ces gens. Donc oui, ça devient marrant quand on peut tout reconnecter comme ça. Est-ce que tu as le même plaisir d'écrire entre le scénario BD et le scénario TV? Est-ce qu'il est facile de passer de l'un à l'autre? C'était un peu compliqué au début, j'avoue. Dans le tome 1, j'ai un peu ramé sur certains trucs, sur la gestion du temps, la gestion de... Quand on raconte des histoires et qu'on les filme, on est derrière les gens et c'est nous qui leur dictons leurs émotions. C'est-à-dire qu'on les bouscule et puis après on les caresse et puis après on les retourne parce qu'ils n'ont pas vu un truc, on les fait tomber au fond d'un trou, on va les chercher, on les remonte, on les surprend tout le temps et on gère ça avec le rythme puisque c'est nous qui maîtrisons le temps. Sur une BD, on peut lire une BD en 20 minutes comme on peut la lire en 4 jours ou comme on peut la lire en 6 mois. Donc, et puis surtout, des gens lisent très vite, des gens ne lisent que les dialogues, des gens sont plus sur les images. Du coup, moi, je maîtrise pas ça. Et en fait, la gestion du temps qui passe, quand dans un film, on fait boum, 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 action, révélation, clac, 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 stop, respiration pour que tout le monde reprenne ses esprits. Et on repart sur autre chose. Le temps de laisser une petite digestion se mettre en place pour revoir une séquence avec des gens qu'on a déjà vus, nourris de quelque chose, tout ça. Enfin, ça, c'est ce qu'on maîtrise, nous, quand on fait de l'image. Mais quand on écrit un scénar de BD, on ne le maîtrise pas. Donc, au final, j'ai commencé par essayer de demander à Olivier en premier comment est-ce qu'il structurait ses histoires, pour en revenir dans le tome 2 à écrire les histoires comme j'écrirais un scénario. Voilà.
là, tu l'as fait tout seul. Alban Lenoir n'a pas participé contrairement à... Non. En fait, Alban, il est là depuis le début du projet quand il n'était pas ce qu'il était. C'était un programme court à la base des records. Et puis après, moi, je l'ai mouliné et puis j'en ai fait une série à histoire. Mais les gens qui m'accompagnent à l'écriture sur la série télé, c'est Claire Alexandrakis et Arnaud Joyer pour les dialogues. Et pour la BD, j'écris tout seul pour le coup. Parce que là, quand je décide de raconter l'histoire d'un tel, des fois j'ai juste une phrase ou un événement et puis je crée autour. Mais ça, c'est des trucs qui viennent de ma tête, alors que la série télé, c'est une autre dynamique d'écriture. Le dessinateur du tome 1 est Marco Ferrat, que tu ne connaissais pas particulièrement. Est-ce que ça n'aurait pas été plus facile pour toi de travailler avec un dessinateur que tu connaissais? Les échanges auraient été certainement plus facilités. Je pense forcément à Olivier Perru. Alors Olivier ne dessine plus, il n'a pas le temps, monsieur. Maintenant, il écrit beaucoup, il fait des romans, et voilà, c'est génial. Mais du coup, il n'a pas le temps de dessiner, ce qui fait que c'est pas inintéressant. Aussi, de toute façon, il faut toujours prendre les contraintes comme étant moteur de quelque chose. De faire appel à des dessinateurs qui ne connaissent pas l'univers, par exemple, c'est super intéressant parce que du coup, ils apportent un point de vue neuf sur ce qu'ils font, forcément. Ils donnent vie à des choses sans être connectés affectivement à des images qu'ils ont vues. Pour le tome 2, Stéphane Louis connaissait la série, pour le coup. Les autres, non. Et j'aime bien ce mélange-là. En fait, j'adore bosser en équipe. C'est d'ailleurs un des thèmes aussi principaux de la série. C'est le poids de l'appartenance dans le bon sens du terme. Comment est-ce que la famille parfois peut être nocive, mais le groupe d'amis, cette solidarité, cette amitié fait que de gens usés, ils se portent mutuellement pour devenir capables de franchir des montagnes. Donc je crois en la force de l'équipe profondément. C'est moteur dans mon travail, ça a toujours été moteur dans mon travail. Et j'adore ma bande, mais on fait toujours rentrer des nouvelles personnes, des nouveaux points de vue, des nouveaux styles de jeu, des nouveaux styles de... pour que ça s'aère tout le temps, qu'il y ait des courants d'air tout le temps. Et on fait rentrer des trucs pour que les pousses se greffent entre elles. Donc c'est pareil pour la BD. C'est pas si mal qu'on se connaisse pas avec les gens, puisqu'au final, on ne traite que de l'histoire ensemble. De même que toi, tu interviens aussi sur l'extérieur, je pense notamment aux Histoires du futur avec des cracks. Bien sûr. L'Histoire du futur, je sors de la projection là, c'est une aventure formidable. Moi, je revendique un cousinage avec Forte des Cracks. Que ce soit humainement ou professionnellement, je prends pas mon pied comme ça ailleurs. C'est vraiment le projet sur lequel je m'amuse le plus en tant qu'acteur. Et très sincèrement, sinon je ne le dirais pas, c'est là où je m'amuse le plus, où je suis dirigé par quelqu'un de bienveillant et de rieur et de précis et qui maîtrise son univers à fond, ce qui fait qu'il te donne un espace de liberté. Tu proposes, il prend pas. On est en confiance totale et je m'amuse vraiment et j'adore rentrer dans cet univers-là. Je m'y sens bien et c'est un grand plaisir à chaque fois d'y aller. Est-ce que les lecteurs de la série BD sont les mêmes que les fans de la série TV, ou est-ce que la parution des albums amène peut-être d'autres Je pense que c'est minime. Je pense qu'il doit forcément y avoir des gens qui sont curieux de tout en BD, comme il y a des gens qui sont curieux de tout en série et tout ça. Et peut-être que des publics naviguent entre les deux supports, j'en sais rien. J'avoue que je sais pas si c'est calculable tout ça. Tu t'es beaucoup exprimé sur le piratage, mais tu t'adresses aussi à un public, à une génération qui a l'habitude d'aller se servir sur le web sans même forcément penser à tout ce que ça peut avoir comme conséquence. Est-ce que tu penses que tes interventions, tes réactions peuvent influencer un changement quelque part de consommation? Ça dépend de la consommation. Ça dépend des mots, ça dépend de moi en fait. Ça dépend de...
Faut arriver à toucher les gens d'une manière ou d'une autre, pour leur faire prendre conscience de plein de trucs. J'avoue qu'il y a un discours qui se radicalise chez les pirates. Moi, quand les gens viennent me voir en me disant j'étais super impatient, je voulais pas attendre le DVD, du coup j'ai piraté et puis après j'ai acheté, je dis je comprends, je le fais pas mais je comprends. Les gens qui me disent j'avais pas de thunes, là, à ce moment-là j'avais pas de thunes, du coup j'ai piraté. Je comprends sur le principe, mais le discours qui devient carrément politisé de dire que la culture est un droit pour tous, je pense que la curiosité est une obligation. Mais ça, pour moi, c'est une phrase dangereuse. Dans ces cas-là, le steak haché est un droit pour tous. Il faut pas oublier que nous, on fait ce métier au même titre que tout le monde fait un métier. Et qu'il ne faut pas se tromper sur ce qu'on fait. On y prend énormément de plaisir. Quand ça se passe bien, c'est merveilleux, effectivement. Quand ça se passe mal, c'est dur. C'est pas plus dur ou moins dur que le reste. C'est un métier qui nécessite plein de choses. Du travail, de la chance, comme partout, de la remise en question. Et du coup, quand je vois sur les sites de pirates que les mecs font des appels aux dons pour faire survivre les sites, je trouve qu'on est au comble du cynisme. Mais je pense que ce n'est qu'un problème de dialogue et d'éducation. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade où on ne peut pas dire c'est comme ça, vous supprimez des emplois, vous mettez des gens à la rue avec des discours pseudo-révolutionnaires pourris. Virgin ferme, les distributeurs DVD vendent moins, donc mettent moins d'argent dans les projets, donc il n'y a plus de petits projets qui sont soutenus. Ça met des gens à la rue, clairement. Donc c'est grave pour moi. Mais quand on dit ça, maintenant, on se fait quasiment traiter de facho. Donc quand ça atteint ce stade-là, moi je me dis juste qu'en fait il faut entamer un dialogue, que c'est le moment d'expliquer que c'est pas la réalité. La réalité, c'est que c'est un métier et qu'on en vit, et que si on demandait à ces gens qui ont des discours très offensifs, eh ben d'accord, donc toi en fait tu vas bosser le même nombre d'heures, mais on va te payer un tiers de ton salaire. Je pense que ça serait les premiers à dire c'est dégueulasse, c'est un scandale, c'est de la merde, le monde c'est de la merde. Je pense qu'il faut déradicaliser un peu le truc et essayer de faire comprendre en douceur que c'est un échange, on raconte des histoires aux gens et je pense qu'au même titre que n'importe quoi, dans n'importe quel magasin, ça a un prix. Quand on va au théâtre, on paye sa place au théâtre. Dans ces cas-là, ça marche pour le... Enfin, comment ça se fait que ces mecs-là se pointent pas dans les théâtres en passant la barrière en disant « Mais non, j'ai droit à la culture ». Ils y vont pas dans ces cas-là. S'ils passent devant une Fnac une nuit avec la porte est ouverte, ils vont pas rentrer pour aller piquer des trucs. Non, ce discours ne tient pas, c'est pas la culture qui a un droit pour tous. Moi, ce que je peux faire, c'est vendre mon DVD le moins cher possible. C'est ce que je fais. Voilà, pour le coup. Parce que j'ai beaucoup de jeunes qui regardent la série et j'essaie surtout de ne pas me foutre de la gueule des gens. C'est-à-dire quand je fais un DVD, je vais mettre un maximum de bonus, je veux qu'il soit joli. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait de réflexion aussi de l'autre côté. Du côté de... Quand on vend un film 14 € sur iTunes, c'est un scandale parce qu'on n'a pas de support, on n'a pas d'objet, on n'a pas de bonus. La compression est en général pas mortelle et qu'il y a une réflexion. Peut-être que aujourd'hui, j'ai du mal à penser que les connexions internet coûtent vraiment 15 balles, 20 balles, 30 balles. Et à la fois, je me mets à avoir un discours bizarre vis-à-vis des gens qui vendent de l'internet aussi. Donc, je sais pas, peut-être qu'on pourrait prélever à la source des choses sur les forfaits, j'en sais rien. En tout cas, je pense qu'il faut surtout pas que nous, on radicalise notre discours et que eux le radicalisent aussi. Il faut vraiment qu'il y ait un dialogue et puis je pense que c'est aussi le rôle des parents de dire aux enfants tout ça a une valeur, mais pas marchande, c'est une valeur, c'est même du respect en fait.
Tu devais opter pour un super pouvoir, quel serait-il? Celui de Jon. À chaque fois, je réponds pareil. Celui de Jon. Jon a le pouvoir de pouvoir se défendre de tout dans la vie. Bah, c'est très chiant quand même parce que ses relations avec Jennifer ne sont pas toujours facilitées. Ouais, parce que là, on est sur le perso. On est sur le personnel. Mais sur le plan du pouvoir, d'avoir la capacité que les choses nous passent complètement au-dessus ou à côté, toute agression extérieure, je pense que c'est un sacré pouvoir. Et que, voilà, c'est un peu moins clinquant que certains, mais c'est quand même pas mal. Clément, ce serait plutôt quoi? Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était vraiment très agréable. Merci Avec beaucoup. grand plaisir. Je vais essayer de